Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une idée qu'on pense tous connaître, la fameuse sélection naturelle, la survie du plus apte. Oui, mais on va la confronter à un concept bien moins connu, mais peut-être beaucoup plus puissant, ce qu'on appelle l'inclusion naturelle. Et pour explorer tout ça, on s'appuie sur une discussion assez originale qui met en scène des personnages. Absolument. D'un côté, on a Ledger, un castor comptable très pragmatique. Et de l'autre, Ness, un esprit de l'eau, avec une vision beaucoup plus globale, plus holistique. Donc notre but, c'est de déconstruire un peu ces deux visions du monde et de voir ce qu'elles nous apprennent sur nos propres systèmes, que ce soit l'écologie, l'économie. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. Ce n'est pas juste un cours de bio, c'est une grille de lecture en fait. Les textes appellent ça le Nexus Thinking, une nouvelle façon de penser en somme. Exactement. La question de fond, c'est comment on construit des systèmes qui durent. Est-ce qu'on optimise tout à court terme ou est-ce qu'au contraire, on cultive la diversité et même une certaine forme de désordre? D'accord, alors allons-y. Commençons par cette image qu'on a tous en tête de la sélection naturelle, la compétition acharnée. Oui, la vision de Ledger le Castor. Pour lui, c'est simple. La nature est, je cite, rouge de sang et de griffes. Une lutte constante. Et sa solution, elle est aussi très directe. Ah oui, très. Il faut construire un mur et éliminer tout ce qui dérange, les prédateurs, les inefficaces. C'est l'évolution vue comme un audit, quoi. Les faibles sont mangés, les inadaptés disparaissent. Point. Mais cette vision, aussi populaire soit-elle, est en fait une caricature, si je comprends bien. C'est plus qu'une caricature. Des universitaires comme Stephen Jay Gould ou Richard Lewontin l'ont carrément dynamité. Comment ça? Bah, leur idée principale, c'est que le concept de fitness, d'être le plus apte, c'est en réalité une tautologie. Une tautologie, C'est-à-dire que ça tourne en rond. précisément. On dit ceux qui survivent sont les plus aptes. Ok. Mais si on demande et comment vous savez qu'ils sont les plus aptes, la réponse est parce qu'ils ont survécu. Ah oui, d'accord. Ça ne nous apprend rien en fait. Rien du tout sur une quelconque supériorité. Être apte, ça ne veut pas dire être le meilleur dans l'absolu. Ça veut juste dire être adéquat à un environnement précis à un instant T. Changer une variable, et le champion d'hier est le grand perdant de demain. Donc ce n'est pas une compétition d'athlétisme, c'est plus une question de compatibilité avec le moment présent. C'est une bien meilleure image, oui. L'analyse suggère de voir la nature non pas comme une arène, mais plutôt comme un immense système de circulation, De circulation d'énergie. d'énergie et d'information. L'antilope mangée par le lion n'est pas une perdante au sens comptable. Elle devient l'énergie pour le lion, pour les charognards, pour les décomposeurs, qui vont enrichir le sol, qui fera pousser l'herbe pour les autres antilopes. Et Ledger, le castor, lui, il ne voit que la ligne perte dans son bilan. Exactement. Il oublie de comptabiliser tous les gains générés ailleurs dans le système. Et l'analyse va encore plus loin en faisant un lien assez surprenant entre cette critique de la biologie et le matérialisme dialectique. Oui, ça peut paraître un grand écart, mais pour ces penseurs, c'était direct. Leur argument, c'était qu'on ne peut pas comprendre un gène en l'isolant de son environnement, tout comme on ne peut pas comprendre un individu en l'isolant du système économique. C'est une critique du réductionnisme, cette idée de tout vouloir découper en petits morceaux pour comprendre. C'est exactement ça. Le tout est plus que la somme de ses parties. Il y a de l'émergence. Et pour eux, la science n'était jamais neutre. La façon dont on interprète la nature a des conséquences directes sur la façon dont on organise nos sociétés. D'accord. Alors, si ce modèle de compétition pure est incomplet, qu'est-ce qui manque? C'est quoi l'autre face de la pièce? Ce qui manque, c'est justement cette idée d'inclusion naturelle, un concept qui vient d'un mycologue, Alan Rayner. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette idée? C'est simple, mais assez radical. Et si la symbiose, la coopération étaient des moteurs de l'évolution au moins aussi importants que la compétition? Concrètement, ça ressemble à quoi cette inclusion naturelle? Alors, l'analogie la plus parlante, c'est celle qui oppose les conteneurs scellés aux formes de flux. Des conteneurs scellés, comme des boîtes hermétiques. Voilà. La vision classique voit chaque être vivant comme une entité séparée, qui lutte contre les autres. L'inclusion naturelle, elle, nous voit plutôt comme des tourbillons dans une rivière. Un tourbillon? Oui, un tourbillon a une forme, une identité, mais il est fait à 100% de l'eau qui le traverse en permanence. Il n'a pas de mur. Un corps, une forêt, c'est un centre creux, en échange constant avec son environnement. Ah, ça change tout.
On n'est plus des objets, on est des processus. Absolument. Et du coup, l'important n'est plus la survie de l'individu seul, mais la persistance des relations, du flux. L'analyse dit même qu'on est tous des phénotypes étendus les uns des autres. C'est-à-dire? C'est-à-dire que pour un champignon qui vit en symbiose avec un chêne, aider le chêne à prospérer, c'est la meilleure façon de faire perdurer ses propres gènes. Pour rendre ça plus tangible, il y a cette image de la rivière qui serpente par opposition au canal en béton. Oui, Mon premier réflexe, c'est de me dire que le canal, c'est mieux. C'est droit, c'est efficace. et c'est là qu'est tout le piège de notre définition de l'efficacité. Le canal est efficace pour une seule chose, transporter de l'eau. Mais pour tout le reste, c'est un désert. La rivière sinueuse, avec ses méandres, ses zones inondables, toutes ces inefficacités, en fait, c'est ce qui crée des milliers de niches écologiques. C'est ce qui permet à la vie de foisonner. Ça m'amène à l'idée des barrages de castors qui ont des fuites. Ça semble complètement contre-intuitif. Une fuite, c'est un défaut, non? C'est un défaut si ton seul but est de stocker un maximum d'eau. Mais si ton but est la santé de tout l'écosystème, alors ces fuites deviennent essentielles. Elles laissent passer les poissons, elles assurent un débit en aval. Cette inefficacité locale, c'est la clé de la résilience globale du système. Pour illustrer cet affrontement entre les deux logiques, la discussion propose une simulation avec deux îles. La première, c'est l'île de la sélection uniquement. J'imagine un paysage très ordonné. C'est le rêve de tout planificateur, oui. Une monoculture, des arbres bien alignés, pas une mauvaise herbe. Sur le papier, les rendements sont... Spectaculaire. C'est le triomphe de l'efficacité. Mais c'est un château de cartes. Exactement. Et le coup de vent, dans la simulation, c'est un nouveau champignon, un pathogène. Dans cette forêt où tous les arbres sont des clones, il n'y a aucune résistance. Et là, C'est l'effondrement total. La forêt entière est anéantie en un temps record. c'est ce que l'analyse appelle le danger de la stabilisation prématurée. C'est fort comme expression. Oui, parce qu'en voulant tout contrôler, tout optimiser, on a créé un système qui est parfait pour un monde qui n'existe déjà plus. On a créé un système hyper performant, mais aussi hyper fragile. J'imagine que la deuxième île, celle de l'inclusion naturelle, s'en sort mieux. À quoi est-ce qu'elle ressemble? C'est l'inverse. C'est un paysage qu'un gestionnaire trouverait désordonné. Plusieurs espèces d'arbres, des clairières, des sous-bois. C'est un écosystème complexe, plein de redondances. Moins productif à un instant T, peut-être, mais beaucoup plus riche. Et quand le même pathogène arrive? Il arrive et il fait des dégâts, bien sûr. Ce n'est pas un monde de bisounours. Certains arbres meurent, des zones sont touchées, mais l'effondrement n'est jamais total. Le système plie mais ne rompt pas. C'est ça. D'autres espèces prennent le relais. La mort de certains arbres crée de la lumière pour de nouvelles pousses. Le système souffre, mais il s'adapte. Il se réorganise. Il est résilient. La sélection naturelle a donc toujours lieu. La mort est toujours là. Toujours. Mais l'inclusion naturelle fournit le cadre, l'architecture qui empêche la sélection de devenir une apocalypse. L'inclusion, c'est la maison, et la sélection, c'est la météo, quoi. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que l'analyse ne s'arrête pas aux forêts. Elle applique ça à nos sociétés, avec une idée assez provocatrice. Oui, et l'idée que des systèmes qu'on oppose tout le temps, comme le capitalisme et le communisme, partageraient en fait la même logique de fond. Comment est-ce possible? L'argument, c'est que sous le capot, un planificateur soviétique obsédé par ses quotas d'acier et un trader obsédé par ses rendements trimestriels ont le même ennemi. La surprise, l'imprévu. Ils cherchent tous les deux à contrôler le futur pour en extraire une valeur prévisible. Précisément. Et en faisant de ça, en voulant à tout prix éliminer le chaos, ils étranglent la capacité même du système à évoluer, à s'adapter. Les textes les qualifient même de systèmes anti-évolutifs déguisés en innovation. Donnez-moi des exemples concrets, où est-ce qu'on voit ça? Partout. L'agriculture, c'est l'exemple le plus simple. Monoculture industrielle contre agroécologie diversifiée. Fragilité contre résilience. Voilà. Pour l'énergie, c'est pareil. Les fossiles, c'est stockable, contrôlable, prévisible. Les renouvelables, comme le solaire, réintroduisent une variabilité que les systèmes centralisés détestent. Et même dans nos villes. Oui, le zonage urbain qui se sépare tout. Ici, on dort, là, on travaille. C'est une tentative de créer une ville prévisible à l'opposé du chaos organique des vieux quartiers où tout se mélange. La technologie n'y échappe pas non plus, j'imagine. Au contraire, elle est en plein dedans. Les grandes plateformes cherchent à standardiser nos comportements pour les rendre monétisables. Un algorithme de recommandation, il n'est pas fait pour vous surprendre, il est fait pour vous enfermer dans une boucle prévisible. Le but est toujours de transformer l'innovation, qui est chaotique, en un flux de revenus stable et contrôlable. C'est l'idée.
Pour bien illustrer ce biais de notre perception de l'efficacité, il y a 2 anecdotes que j'ai trouvées géniales. La première, c'est celle de Superman. Ah oui, excellente. Un enfant imagine un Superman parfaitement efficace qui métaboliserait 100% de sa nourriture, zéro déchet. L'optimisation ultime. Sauf que sa cousine, qui fait des études de sciences, lui explique que si tout le monde était aussi efficace, il n'y aurait plus de matière en décomposition pour nourrir le sol. Et sans sol fertile, Plus rien ne pousse, tout l'écosystème s'effondre. Le déchet de Superman est en fait la nourriture du système. Son inefficacité est vitale. c'est un retournement complet de perspective. Et l'autre histoire, celle des volontaires du Peace Corps, est tout aussi parlante. Oui, ils arrivent dans un village, ils voient les femmes passer des heures au puits. Leur réflexe, optimiser. Ils installent l'eau courante dans chaque maison pour leur faire gagner du temps. Et le résultat est une catastrophe. Une catastrophe sociale. Parce que le puits, ce n'était pas juste un point d'eau. C'était le réseau social des femmes, le seul endroit où elles pouvaient échanger, se soutenir loin des hommes. En supprimant ce lieu inefficace, ils ont détruit un pilier de la communauté. La morale de tout ça, c'est que notre obsession pour l'optimisation locale peut en fait détruire le système global. Parce que ce qui nous apparaît comme une inefficacité à une micro-échelle est souvent une fonction essentielle à une macro-échelle. Le temps perdu au puits, les déchets inutiles, c'est le coût de maintenance invisible d'un système sain. Donc pour résumer, la grande tension de cette discussion, c'est d'un côté une logique de sélection pure, de contrôle, obsédée par l'efficacité à court terme, Et qui mène, paradoxalement, à une fragilité extrême. et de l'autre, une logique d'inclusion naturelle, qui valorise la diversité, la redondance. Et qui ne cherche pas à éliminer le désordre, mais à composer avec lui. Parce qu'elle comprend que c'est de là que viennent la résilience et l'adaptabilité. Survivront, ça, par définition, c'est une certitude. La vraie question, c'est À quel monde est-ce qu'on choisit de s'adapter? un monde régi par les rapports trimestriels ou par la santé des écosystèmes. C'est exactement ça. Et je voudrais qu'on se quitte sur cette pensée un peu vertigineuse que les textes nous laissent. Ils suggèrent que nos systèmes dominants sont conçus pour éliminer ce chaos même qui est à l'origine de la vie. Alors la question qu'on peut se poser, c'est si l'objectif principal d'un système est de créer un avenir prévisible, quelles sont toutes les possibilités inattendues qu'il est en train d'étouffer là, maintenant, dans le présent?